Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est ici. Donc là-bas, on se marre, je raconte des choses mais de manière un petit peu différente, c'est plus détendu pour échanger, c'est plus cool. Donc vous pouvez me rejoindre là-bas. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler on va se poser la question, le syndrome du déficit énergétique relatif dans le sport, donc REDES, existe-t-il? Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, donc juste avant celle-là, j'avais fait une vidéo où justement on parlait de ce fameux REDES. Donc on expliquait, voilà, on avait plusieurs études avec le rôle des kinés, le consensus de 2023 sur les REDES, tout ça. Et aujourd'hui, bah, ça va être une vidéo où il n'y a qu'une seule étude qu'on va voir, c'est une revue, et en fait qui vient montrer que le REDES comme on le conçoit en tant que modèle à l'heure actuelle, bah en fait c'est peut-être un petit peu réducteur et il y a des choses qu'il faudrait peut-être modifier pour comprendre les choses de manière un peu plus vraie et globale. Donc là vous vous dites oui non mais il nous a fait une vidéo d'1h20 pour nous parler de REDES et là il nous dit que ça n'existe pas. Ouais bah en fait c'est toujours pareil hein, Alors je dis pas que ça n'existe pas, je dis que le modèle il est important à connaître. Mais voilà, avec la science, bah, en gros, on émet une hypothèse, et il faut que cette hypothèse, on essaie de la casser plusieurs fois, et si elle résiste à toutes les fois où on essaie de la casser et qu'elle s'en sort, bah, peut-être qu'on se rapproche de quelque chose de réel. Voilà. On n'essaie pas de confirmer l'hypothèse, sinon on tombe dans un biais de confirmation, effectivement on va valider nos hypothèses sans trop de soucis, et on va tomber dans un biais de confirmation, et on va arriver sur des choses qui vont être fausses, on va dire, ou enfin, du moins qui ont un risque d'être erronées. Donc après pour nous ça change pas grand chose en tant que kiné par rapport à tout ce que j'ai dit dans mon autre vidéo sur le fait qu'il y a des signes, des symptômes chez chez certaines patientes, chez certains patients qu'il faut être capable d'identifier, des questions à poser, renvoyer chez les spécialistes qu'il faut. En soi, nous après dans la réorientation, ça change pas grand chose en soi, enfin, c'est des choses qu'il faut quand même être capable d'identifier. Là, on va juste rentrer un cran en plus dans le détail, et justement, on va regarder cette revue, et on va voir petit à petit que bah, y a des choses qui sont incomplètes, ou il y a des questions à se poser. Et donc là, temps d'estimation de la vidéo, on va dire une heure et demie. Ok, la précédente avait fait 1h20, je crois que j'avais annoncé 1h30, donc j'avais fait un peu moins. Mais là, il y a pas mal de diapos, et elles sont assez chargées. Donc, alors je vais beaucoup lire, donc pour le coup, celui-là, c'est peut-être un épisode qui vraiment il y aura pas grand-chose à regarder. Donc soit en format podcast ou si vous faites tourner le YouTube à côté, vous faites à manger ou entre vos séries de repos à la salle, ça marche très bien. Ou si vous sortez courir par exemple. Donc introduction. Là, on va faire rapide, hein. Donc, le REDES, c'est un modèle ok, qui s'appuie sur des travaux qui concernent la triade de l'athlète féminine, qui a été présentée pour la première fois en 1993, hein, cette triade de féminine. Ça, on en avait parlé dans l'ancienne vidéo, donc je passe un petit peu. Donc, premier consensus publié en 1997, et le concept de REDES, lui, c'est, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, 2014. Et donc c'est décrit comme une consommation énergétique insuffisante par rapport aux exigences de l'entraînement. Donc c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle une faible disponibilité énergétique, donc c'est LEA, qui va entraîner en fait plein de symptômes différents, dépassant ceux qu'on retrouve dans la triade de la tête, où du coup bah, on en a trois. Là c'est beaucoup plus large. Donc avec des effets sur la santé et sur la performance. Ces symptômes, ils comprennent entre autres donc irrégularité des règles, une mauvaise santé osseuse, une fonction immunitaire qui va être altérée, diminution des performances, de la fatigue, une santé mentale altérée. En fait, on se retrouve avec ce schéma-là, où on a, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le LEA au centre du modèle, qui va impacter tous ces systèmes-là. Donc là, c'est des systèmes au niveau de la santé, parce qu'il y a aussi les performances. Bon, là, c'est tous ces systèmes-là au niveau du corps. Et l'ensemble de ces symptômes, pas besoin d'avoir tous, hein, ça va constituer le REDES. D'accord? Et c'est sur ça qu'on va revenir justement tout au long. Peut-être qu'en fait, que le LEA, c'est peut-être pas. C'est peut-être trop. Le modèle, il est peut-être trop LEA centré. Ok? Le nombre de publications sur le REDES a considérablement augmenté. Initialement décrit comme un modèle dans la pratique sportive, les athlètes sont désormais diagnostiqués avec un REDES. Donc en fait maintenant c'est un diagnostic, c'est plus qu'un modèle, ou un syndrome REDES. Et donc ça donne l'impression, le fait qu'on puisse poser un diagnostic comme ça, que ce soit quelque chose qui est établi, voilà, c'est bien ancré, alors qu'en fait pas vraiment. Il y a même l'émergence de cliniques spécialisées dans le REDES. Le sujet est largement discuté sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels,
Cependant, bien que le concept de REDES soit récent, cette expansion médiatique dépasse largement les preuves scientifiques disponibles et le nombre d'essais cliniques démontrant un effet causal de la LEA reste limité. Donc juste petite prévention, comme je vous ai dit, donc j'ai fait une vidéo la dernière fois où je présente le modèle. Là, on va essayer, on va le casser. Enfin, en fait, c'est les mecs qui ont écrit. C'est une review en fait, hein. Ils ont fait une review sur le Redes pour casser un petit peu le truc. Alors à la fin, dans la conclusion, c'est modéré, mais là, en fait, en gros, on va mettre la casquette pendant cette vidéo on veut montrer que le Redes n'existe pas. Ok, c'est pas la conclusion à la fin de la vidéo, mais c'est juste pour se dire quel sens va avoir la vidéo du moins au début, c'est on va essayer de casser ce modèle-là pour montrer qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce modèle. La première déclaration de consensus du CIO sur ce sujet encourageant à ne jamais cesser de remettre en question les connaissances établies. Les auteurs ont relevé ce défi en examinant le modèle REDES, donc ça c'est les auteurs de cette étude. Une grande partie des données soutenant ce modèle provient d'études utilisant des questionnaires simples ou des mesures approximatives de la disponibilité énergétique. Et là c'est pour ça qu'il faut avoir vu la vidéo précédente, parce qu'il y a des infos, voilà, il faut savoir qu'il y a certaines infos qui peuvent vous aider de la vidéo précédente pour comprendre tout là, si je ne vais pas m'amuser à tout reprendre depuis le début. C'est-à-dire que ça va être long si je fais ça. En plus, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, voilà, je vais respecter ceux qui ont déjà vu la vidéo de juste avant et on va avancer un petit peu. Alors que le consensus actuel met en évidence les difficultés de mesure de cette disponibilité, ainsi que les limites des questionnaires ne s'appuyant pas sur des mesures de densité minérale osseuse et divers biomarqueurs. Voilà. De nombreux chercheurs et praticiens considèrent le REDES comme un phénomène bien établi et estiment que la LEA et le REDES sont très répandus chez les athlètes, certaines études rapportant même 100% d'athlètes en LEA et jusqu'à 80% à risque ou atteint de REDES. Donc en fait on voit que voilà, il y a vraiment ce critère, c'est vraiment maintenant, les patients ont ce problème-là, donc c'est vraiment un diagnostic. Voilà, donc c'est juste à prendre avec des pincettes, quoi. Et en fait, les auteurs ils estiment que cette vision peut être trompeuse et elle risque d'empêcher la communauté scientifique et les praticiens d'explorer les causes multifactorielles des symptômes courants observés chez ces athlètes-là. Et on va voir tout de suite ça avec ce schéma-là. Donc on a ce schéma ici, et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, à la place d'avoir LEA au centre qui mène à tous les problèmes ici, et ben en fait on a 8 causes possibles. Donc ça peut être l'exercice qui est la cause, ça peut être le mode de vie, l'environnement, la santé mentale, des troubles du comportement alimentaire, la nutrition, le sommeil, des soucis de santé ou d'infection, ou alors des conditions médicales qui ne seraient pas diagnostiquées. Exemple, un trouble thyroïdien qui pourrait causer tout un tas de dérèglements ici, et en fait, qui donc en fait serait interprété comme un REDES, peut-être qu'en situation de LEA, bah du coup, chez un athlète, on se dit, bon, bah c'est la LEA qui est responsable de ça, mais en fait, non, peut-être qu'en fait, il y a un problème de thyroïde, peut-être que le LEA c'est en plus, mais le problème à traiter, c'est peut-être le problème de thyroïde. Donc voilà, l'objectif principal de cet article, c'est d'apporter une analyse critique du concept de REDES afin de faire progresser la science. Donc on essaie de casser l'hypothèse pour voir si elle résiste au fait d'être cassée, en fait, au fait de vouloir la détruire. Quelle est la meilleure approche pour soutenir la santé et la performance des athlètes? C'est la question à laquelle on va essayer les auteurs vont essayer de répondre. Les auteurs suggèrent ici que le modèle REDES est trop centré sur les apports caloriques et proposent une approche plus holistique et complète dans laquelle la LEA n'est que une des nombreuses causes potentielles de symptômes décrits par ce modèle, plutôt que de considérer que c'est l'unique cause de tous les problèmes du REDES. Et donc il propose qu'il y a plusieurs causes, et en fait ces causes, c'est les 8 que je vous ai citées ici. Et elles peuvent agir soit indépendamment, soit comme je vous dis par exemple, ça peut être un trouble de la thyroïde, mais peut-être que la personne elle a un trouble de la thyroïde, des problèmes de sommeil, des soucis de santé mentale, voilà. Et tout ça, les unes elles vont agir soit indépendamment, soit en synergie pour expliquer la manifestation des symptômes. Et que la LEA peut être l'un de ces nombreux facteurs ou modérateurs, mais pas forcément le seul unique causal dans son entièreté du REDES, ou de l'ensemble des manifestations cliniques. Il ne propose pas un nouveau modèle, mais affirme que les modèles développés dans les années 1950 et 1990, donc le syndrome général d'adaptation et le modèle de charge allostatique, sont plus complets et plus adaptés pour expliquer les symptômes du REDES chez les athlètes. Effectivement, on va voir que REDES, c'est peut-être avec la cause LEA, comme cause unique de tous les soucis, c'est peut-être pas top pour tout expliquer, et on verra certaines alternatives proposées par les auteurs, et notamment le modèle de la charge allostatique et le syndrome général d'adaptation. Donc ça sera un peu plus tard.
Et donc c'est pas la première fois que le modèle REDES est évalué et critiqué, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça aussi? Bah, c'est qu'il faut pas s'emballer, que ce soit en termes de soins, donc enfin d'identification, de soins, si on est médecin, de diagnostic et tout ça, ne pas se concentrer uniquement là-dessus, aller chercher un peu plus loin, prendre un peu de recul aussi par rapport à peut-être ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Si vous avez dès qu'il y a quelque chose, et voilà, c'est récent, hein, 2014 REDES, dès qu'il y a des choses comme ça un petit peu nouvelles qui apparaissent, il y a des gens qui se spécialisent dedans et qui derrière ont des choses à vous vendre ou et qui prennent pas le recul nécessaire pour voilà. Donc là, en fait, le but c'est d'avoir ce recul-là pour pas se faire avoir aussi par certaines personnes et tout. Et voilà, faut avoir conscience que c'est pas parfait et qu'il faut prendre du recul. Par exemple, un article critique remet en question plusieurs hypothèses et méthodes et appelle à davantage de recherche. Par exemple, le dernier consensus souligne que le diagnostic de REDES ne peut pas être posé directement et nécessite une évaluation de symptômes et l'exclusion d'autres causes. Voilà, donc c'est quand même important de se dire qu'en fait, il n'y a pas que ça, il y a quand même des causes à écarter avant d'en arriver à cette faible disponibilité énergétique. Le modèle il a évolué pour inclure encore plus de symptômes et davantage de systèmes physiologiques potentiellement affectés, sans pour autant fournir des preuves solides pour étayer ces affirmations. Le problème majeur de ce processus de diagnostic par exclusion est qu'il repose sur l'hypothèse implicite biaisée que les symptômes sont directement causés par la LEA, à moins qu'une autre cause ne soit identifiée. Donc ça en fait, donc comme il dit, c'est un problème ici. Et au début, c'était la triade de la tête, on avait trois causes, et finalement, en fait, on a rajouté tout un tas de manifestations cliniques, sans pour autant être sûr qu'il y a un lien direct entre la faible disponibilité énergétique et cette nouvelle manifestation clinique. Et pour revenir sur la dernière phrase, en fait, on nous dit que s'il n'y a aucune autre cause, c'est la LEA. Comment on le sait? Bah parce qu'il n'y a pas d'autre cause. Limite, j'exagère un peu, mais limite, on se retrouve dans une espèce d'argument, enfin ouais, d'argument circulaire en fait, où si on n'a pas trouvé de cause, bah forcément c'est la LEA. Et en fait, sans penser à peut-être c'est encore autre chose auquel on n'a pas pensé. Là, peut-être en plus, eux, ils nous proposent 8 items qui ont l'air très complets, je trouve. Peut-être qu'il y en a d'autres, et on le saura que plus tard. Donc voilà, c'est pas non plus parce qu'on trouve rien de ça. Voilà. Et puis après, c'est pareil, hein, chez un athlète, on le verra, il y a forcément des critères qui sont remplis, d'accord? On verra des choses sur la santé mentale très très intéressantes. Donc on se retrouve avec ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une cause pour tout expliquer, 8 causes pour essayer d'expliquer tout ça. Et là, en fait, on parle de symptômes et de manifestations cliniques, alors que là, on parle dans l'ensemble de REDES. Voilà. Donc on a deux modèles différents. Perspective historique, et donc là en fait vous vous rappelez c'est la triade de l'athlète en fait avec REDES, troubles en ce qui concerne les règles, donc ça c'est notamment chez les femmes, et la santé osseuse en fait parce que ça c'est vraiment triade de l'athlète, notamment triade de l'athlète féminine. Comme on a dit 93, donc c'était proposé par des chercheurs qui étudiaient les troubles de l'alimentation, la fonction menstruelle et la densité minérale osseuse chez les athlètes. Et il y avait une coexistence fréquente de l'aménorrhée et de l'ostéoporose qui avait été rapportée chez des personnes qui souffraient de troubles de l'alimentation. En 97, une déclaration de consensus a introduit la LEA comme un facteur hypothétique pouvant causer l'aménorrhée et l'ostéoporose avec ou sans troubles de l'alimentation. Ça a évolué et on s'est retrouvé en 2014 avec le modèle REDES qu'on a à l'heure actuelle, qui a été proposé pour compléter et élargir celui de la triade de la tête féminine, voilà, pour englober tout, enfin, pour inclure plus de symptômes en fait, de manifestations. Et donc ce modèle suggérait que la LEA pouvait avoir de multiples effets sur la santé, au-delà de l'aménorrhée et de l'ostéoporose. Et là, on incluait tous les systèmes, ok, immunitaire, fonction gastro-intestinale, cardiovasculaire, tout un tas de choses a été inclus. Il a été également rapporté que les athlètes masculins présentaient un risque plus faible de développer des troubles de l'alimentation, mais que des liens existaient entre LEA et la densité minérale osseuse chez l'homme aussi. Contrairement à la triade de l'athlète féminine où les diagnostics portaient sur les troubles de l'alimentation, l'aménorrhée ou l'ostéoporose, le REDES a été présenté comme un syndrome qui regroupait tout un tas de symptômes potentiels. La définition du REDES a évolué au fil du temps. Dans la dernière déclaration du consensus du CIO, il est défini comme un syndrome qui entraîne une altération des fonctions physiologiques et ou psychologiques chez les athlètes féminins et masculins, causée par une exposition prolongée et ou sévère à une LEA problématique. Donc là, il faut se rappeler, hein, au début on est sur la triade de l'athlète féminine, on a inclus plus de choses, maintenant on s'est rendu compte aussi que ça touchait les hommes. Il y a la LEA. La LEA, elle peut être problématique ou adaptable. Tout ça, on en parle dans la vidéo juste avant. Les conséquences négatives incluent une diminution des fonctions métaboliques, reproductives, musculo-squelettiques, une altération de l'immunité, une réduction de la synthèse du glycogène, ainsi que des effets sur la santé cardiovasculaire et hématologique. En gros, ça touche tout un tas de choses.
Le consensus le plus récent du CIO a cherché à combler certaines lacunes des précédentes déclarations et à rendre compte des avancées dans le domaine. Forcément, là on est dans la science, ça évolue, d'accord? Les connaissances, elles évoluent. Ah oui, mais la science, c'est pénible, un coup ça dit quelque chose et puis après ça change. Oui, mais en fait, c'est le principe, c'est qu'avec l'accumulation, en fait, la science, elle permet d'accumuler des connaissances et aux fonctions au fur et à mesure de l'accumulation de connaissances, bah, en fait, nos connaissances, elles évoluent, en fait, forcément. Voilà. Et ça veut pas dire que ça évolue, que c'est pas bien. C'est plutôt un savoir qui reste figé dans le temps. C'est pas parce qu'il ne change jamais qu'il est mieux qu'une connaissance qui est capable d'évoluer, d'accord? C'est pas parce que même des fois, on peut dire, on peut se tromper, changer après, bah c'est pas mauvais. Voilà. C'est pas parce si on a une connaissance qui ne change jamais, mais qu'elle est complètement éclatée au sol, bah elle est pas mieux que la connaissance qui s'est rendu compte qu'elle disait de la merde et que finalement elle a changé. Voilà. Parmi les principales évolutions, donc l'élargissement des symptômes, ça on avait reconnu, l'acceptation que la LEA n'entraîne pas toujours d'effets négatifs sur la santé et la performance, avec cette LEA adaptable et problématique, donc là adaptable qui ne pose pas de problème, hein, ainsi qu'une reconnaissance d'un grand nombre de diagnostics différentiels, ça c'est important aussi. Parce que dans la conférence dans le consensus du CIO, ils en parlent quand même, hein, des diagnostics différentiels. Cela représente une limite car la majorité des études soutenant le modèle REDES ont étudié la LEA adaptable plutôt que la LEA problématique. Voilà, ça c'est un autre souci. Le consensus reconnaît également que d'autres facteurs peuvent jouer un rôle dans l'étiologie du REDES indépendamment de la disponibilité énergétique, mais ils sont appelés facteurs modérateurs. Toujours pareil, si vous vous demandez ce que c'est, et bah vidéo précédente. Enfin, une faille logique majeure mérite d'être soulignée dans le fondement du modèle REDES. Il a affirmé que le REDES, par définition, c'est un ensemble de symptômes causés uniquement par une LEA problématique, mais le même document reconnaît que d'autres causes peuvent expliquer ces symptômes. En fait, le truc, c'est que dans un système où on met la LEA au centre, s'il n'y a que la LEA au centre, c'est qu'on estime que c'est elle qui est responsable de tout ça, donc de toutes les manifestations et donc du REDES. Il aurait fallu mettre plusieurs choses ici, comme ça a été corrigé dans ce modèle-là. Définition et calcul de la disponibilité énergétique, donc les représentations antérieures du modèle REDES plaçaient ce dernier au centre d'une roue avec de nombreux rayons représentant différentes catégories de symptômes. Cette approche, elle était incorrecte parce que le REDES désigne les symptômes et non la cause. En fait, c'est comme si avant on met hop, ici on met le REDES qui déclenche ça, alors qu'en fait non, c'est pas la cause le REDES. Le REDES c'est le résultat en fait, hein. Cette approche est incorrecte car le REDES dessine des symptômes et non la cause qui a toujours été attribuée à la faible disponibilité énergétique. Cette erreur a été corrigée dans le consensus le plus récent. On a vu que c'était la LEA qui est désormais représentée au centre du modèle comme unique cause de tout un éventail de symptômes. L'ensemble de ces symptômes désignant le syndrome REDES. Bon, après, la disponibilité énergétique, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'y mettre sur ça? Donc, c'est l'énergie alimentaire disponible pour assurer le bon fonctionnement physiologique après soustraction de la dépense énergétique liée à l'exercice. Voilà. Donc, c'est l'apport énergétique moins la dépense énergétique à l'exercice divisé par la masse maigre. On considère également qu'une qu'une disponibilité énergétique pardon, d'environ 45 kilocalories par kilogramme de masse maigre par jour est normale, tandis que quand c'est inférieur à 30 kilocalories par kilogramme de masse maigre par jour, c'est problématique pour la santé. On en parle dans la vidéo précédente avec euh, quelques petites variations à connaître. Ces seuils reposent principalement sur des études ayant mesuré les effets de différents niveaux de disponibilité énergétique chez des femmes sédentaires soumises à un programme d'exercice sur une durée de 5 jours. Okay. Lorsque la DE atteignait ou descendait en dessous donc de ces 30 kilocalories par kilogramme de masse maigre par jour, maintenant, si on regarde ça, je dirais juste 30 kilogrammes. 30 kilocalories, pardon, je pars tout retaper à chaque fois la formule, c'est long. Et en plus, il nous reste beaucoup de choses à dire. On avait des altérations au niveau des marqueurs hormonaux métaboliques qui étaient observés. Ces modifications concernaient notamment l'axe hypothalamo-hypophysogonadique, avec un lien direct avec l'aménorrhée, ainsi que des modifications des marqueurs du métabolisme osseux, montrant une réduction de la formation osseuse et une augmentation de la résorption osseuse en cas de LEA sévère. Donc en fait on a une équation super simple, mais en fait son application pratique, elle a plusieurs limites, et toutes les limites je vous les ai mises ici, on va les lire tranquillement. Donc l'interprétation de la dépense énergétique nette liée à l'exercice n'est pas standardisée, notamment sur la distinction entre exercice et thermogénèse liée aux activités non sportives. Donc ça c'est ça c'est le NEAT, d'accord. Donc ça c'est donc en fait par exemple dans une journée,
vous faites votre séance de muscu, vous allez dépenser de l'énergie, des calories pendant votre séance de muscu, qui est une dépense liée à l'exercice, d'accord? Et la thermogénèse liée aux activités non sportives, c'est si par exemple après dans le reste de votre journée, si vous marchez beaucoup, si vous montez beaucoup d'escaliers, en fait, vous avez toutes les petites dépenses énergétiques qui sont pas liées à une activité sportive en soi, mais qui doivent compter dans la balance. Si vous, dans votre journée, par exemple, je vais prendre un exemple complètement débile, vous faites 1 heure de muscu, mais qu'en fait votre métier fait que vous marchez 8 heures par jour, bah en fait les 8 heures de marche, c'est pas une activité spécifiquement sportive, on va dire, mais ça doit compter dans votre dépense énergétique. Voilà, et elle sera même peut-être beaucoup plus importante que votre séance de muscu. Voilà. L'évaluation des apports énergétiques repose généralement sur des journaux alimentaires connus pour sous-estimer les apports réels avec des erreurs pouvant atteindre 60% dans certains cas. Ça, c'est important à savoir euh, que c'est dur d'avoir une traçabilité vraiment objective de ce qu'on mange. L'estimation de la dépense énergétique varie considérablement selon le sport pratiqué, le type d'appareil utilisé, accéléromètre, moniteur de fréquence cardiaque et tout ça, le mode de déclaration auto-déclaré ou mesuré, et l'efficacité mécanique propre à chaque individu. Effectivement, c'est très difficile de mesurer quelle quantité de calories a été consommée par une personne, a été utilisée pendant une activité par une personne. Voilà. Donc si on ne sait pas trop estimer ce que la personne elle a dépensé, qu'on ne sait pas trop suivre ce qu'elle a mangé, on n'est pas capable de suivre ce qu'elle a mangé, on se rend compte qu'à un moment donné, on fait des calculs avec des choses pas très nettes, quoi. La masse maigre est souvent calculée à l'aide d'équations génériques dont la prévision varie selon les populations étudiées, même avec des méthodes de référence. Il y a une marge d'erreur de 2 à 3% qui est possible. Toutes les mesures qui sont utilisées et qui sont normalement les plus fiables, vidéo précédente aussi. Tandis que les techniques courantes en milieu sportif, impédance-métrie bioélectrique, mesure des plis cutanés, peuvent présenter des erreurs nettement plus importantes. Bah, en fait, voilà. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller voir la vidéo d'avant, là vous avez tout. Et pour les méthodes de référence, c'est le Dexascan. Voilà, 2 à 3% de marge d'erreur. Bon, après, c'est relativement faible, 2-3%. Mais bon, on estime les 2-3% ici, là on a 60% d'erreur, enfin jusqu'à 60% d'erreur, mais même si on est à 30%, là, pareil, c'est pas très sûr. Bon, bah à la fin, en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de calculer quand on a tout est à peu près, quoi. Donc il est désormais admis dans la pratique que l'estimation de la LEA repose sur des données trop imprécises pour fonder des conclusions solides. De plus, ces mesures elles fournissent qu'une image instantanée qui ne reflète pas nécessairement les variations sur plusieurs semaines ou mois. Effectivement, en fonction du type de sport, en fonction de l'avancée dans la préparation et tout ça, la consommation de calories, elle va être différente. On peut prendre le cas extrême par exemple des sports à catégorie de poids, sport de combat, où on peut avoir une perte de poids très 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 rapide, ou qui d'ailleurs ne se fait pas forcément par ça peut être la perte de dos, c'est pas forcément du gras ou des choses comme ça. Mais peut-être il y a un moment donné, voilà, on va s'entraîner, puis pour faire le poids, même si on installe un déficit progressif, voilà, on va pas forcément l'installer sur 3 ans. Si on l'installe sur 2-3 mois, c'est pas pareil que sur 4-5 ans. Voilà. Enfin, le seuil fixe des 30 kilocalories ne tient pas compte des variations individuelles dans la réponse à la disponibilité énergétique, ce qui limite encore davantage son utilité pour diagnostiquer le REDES. L'utilisation de seuils fixes a d'ailleurs été abandonnée dans le dernier consensus du CIO, sans toutefois résoudre la question centrale, comment identifier une situation de LEA si les mesures sont imprécises et qu'aucun seuil n'est retenu. Donc, effectivement, les seuils fixes, ils sont changés parce qu'en fait, on s'est rendu compte, même déjà juste en fonction du sexe, c'est pas pareil. Les hommes, ils peuvent tolérer des apports caloriques beaucoup plus faibles avant de déclencher des symptômes. D'accord? Bon, là, j'ai rien mis en rouge, ça doit être des exemples, je vais pas vous les lire parce que sinon, on va prendre trop de temps. Donc, si vous voulez lire, vous mettez pause. Et comme d'habitude, là je pense à le dire, j'oublie à chaque fois, si vous voulez les fichiers PDF, vous pouvez vous abonner à l'abonnement payant sur la chaîne, c'est 5 € par mois, et en fait je vous donne, vous m'envoyez un message sur Instagram avec votre numéro de téléphone, je vous mets dans le groupe WhatsApp, et je mets les PDF au fur et à mesure, et s'il y a une vidéo qui est passée, qui est déjà passée, et que la vidéo elle vous a plu, vous voulez le PDF, vous me dites, et je vous le mettrai aussi. Voilà. Pour s'abonner, alors parce que des fois on m'envoie des messages, il y en a qui arrivent à le faire du téléphone, mais des fois téléphone ça marche pas, donc il faut passer par un ordinateur. Voilà. Je vous dis parce qu'on m'envoie de temps en temps ces soucis-là. Pourquoi diagnostiquer le REDES uniquement sur la base des symptômes est une approche biaisée? Ça c'est intéressant. C'est intéressant de se poser la question. Étant donné qu'il est impossible d'utiliser un modèle mathématique pour calculer avec précision la LEA en pratique, et que c'est difficile de distinguer une LEA adaptable d'une LEA problématique, il a été proposé que la seule approche viable consiste à mesurer les symptômes.
Plusieurs outils basés sur des questionnaires ont été développés pour estimer le risque de LEA, notamment, donc après vous avez tout un tas de questionnaires. Une revue récente a recensé 8 questionnaires prétendument validés et 3 autres ayant pour objectif de prédire la LEA. Il n'existe donc pas de méthode uniforme pour évaluer les symptômes et ces outils ne prennent pas en compte le fait que les symptômes peuvent être causés par d'autres facteurs, qu'ils soient liés ou non à la LEA. De plus, ces questionnaires sont généralement validés, pardon. De plus, ces questionnaires sont généralement validés dans une population spécifique, mais appliqués à un large éventail d'athlètes. En général, ça vous savez, si vous êtes kiné, vous avez fait un mémoire ou quelque chose, vous avez des questionnaires, et le questionnaire il va être validé par exemple pour un type de population ou une pathologie particulière, et vous ne pouvez pas utiliser ce questionnaire-là pour évaluer autre chose chez quelqu'un d'autre ou qui n'a rien à voir. Vous pouvez le faire, mais c'est pas validé pour ça. Et donc il existe une faille logique dans l'idée que la simple mesure de symptômes courants permettrait d'identifier leur cause, sauf si tous les autres facteurs importants sont pris en compte. Une analogie pertinente serait celle du lien entre la consommation excessive de sucre et la prise de poids. Donc là, je vais vous lire ça, c'est une analogie, et après, moi, j'essaierai de vous en faire une après. Des études montrent que l'excès de sucre peut entraîner une prise de poids, que la prise de poids peut nous mener à l'obésité sur le long terme, et que l'obésité est associée à divers problèmes de santé. Mais si une personne présente ces problèmes de santé, peut-on conclure qu'elle a consommé trop de sucre? Bah bien évidemment que non. Car en fait, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être impliqués dans le développement de l'obésité et de ses conséquences. Ça peut être d'autres aspects de la nutrition. Si la personne, elle mange pas de sucre, mais elle mange énormément de gras, bah, son apport calorique va être trop important. Si elle mange des acides gras qu'on dit pas très bons, genre tout ce qui va être trans ou des acides gras saturés, ou des choses... Bon, enfin bon, on s'en fiche. Ou consommation d'alcool ou tout un tas de choses. Et, les facteurs sociaux vont rentrer en compte, les facteurs psychologiques vont rentrer en compte, les facteurs environnementaux vont rentrer en compte, et ces facteurs ne sont pas de simples modérateurs de l'effet du sucre, mais bien des causes potentielles à part entière qui doivent être considérées. Maintenant, je vais vous faire mon analogie. Pour le coup, alors je sais pas si elle marche à 100%, je vais la faire, et puis si je vois qu'elle marche pas, bon bah je vous dirais qu'elle était pas ouf. En fait, c'est comme. Alors, normalement, je parle avec des kinés ou ostéos ou des gens qui travaillent dans les troubles musculo-squelettiques. On va dire, c'est comme quand vous étiez à l'IFMK. Et en fait, vous avez ici. Alors, en fait, à la place de REDES, on va mettre lombalgie. Ok. Là, dans la lombalgie, vous allez avoir, par exemple, une baisse de la fonction, on va avoir de la douleur, on va avoir peut-être des pertes d'amplitude, on va peut-être avoir des activations musculaires qui vont être modifiées, on va avoir tout un tas de symptômes, voilà, qui vont se présenter. Et c'est comme si au centre ici, bah en fait, nous, on va repartir en arrière, c'est comme quand on mettait, par exemple, bah, on n'a pas assez d'abdos, et donc du coup, voilà, pas assez d'abdos, ça cause tous les symptômes qu'on retrouve dans la lombalgie. Et en fait, si on se concentre trop sur ça, bah en fait, on peut passer à côté du problème. Et c'est vrai que nous, dans le modèle biopsychosocial qu'on utilise plutôt actuellement, bah on va rajouter tout un tas de trucs, et notamment les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux, les facteurs comme ça. Voilà. Donc, on va faire une analogie avec la lombalgie, donc je réexplique. À la place du REDES, on va dire lombalgie. Donc c'est une douleur lombaire, mais qui peut impliquer plein de choses différentes. Donc ça peut être de la douleur, ça peut être de la perte de fonction dans les activités de la vie de tous les jours, ça peut être des pertes d'amplitude si on mesure les amplitudes, ça peut être un moins bon fonctionnement des muscles à cause de la douleur ou des choses comme ça. Enfin voilà. Et en fait, au centre ici, au lieu de mettre LEA, on met problème abdos trop faibles. Alors qu'en fait, non, on peut même récupérer tous ces trucs-là et les mettre à la place ici. Voilà. Je dis ça, mais ça sera peut-être plus clair avec la suite. On l'a vu. Donc le REDES c'est un modèle, et un modèle est une représentation simplifiée de la réalité, c'est le but d'un modèle, hein, parce que des choses elles peuvent être très compliquées, très complexes, et ben le but c'est de les simplifier pour avoir un cadre explicatif, on se repose dessus, mais on le cale pas pour l'utiliser tel quel dans la vraie vie. Donc c'est un modèle, et comme tous les modèles, il doit être examiné de manière critique et améliorée. On se retrouve toujours avec la même chose, on a une hypothèse, et voilà, on est parti de la triade de la tête féminine, donc en plus on partait du principe qu'il n'y avait qu'un seul sexe qui était touché. Finalement, on se retrouve avec le REDES qui touche les deux sexes, et maintenant on essaie d'aller un petit peu plus loin. Ça se trouve, le terme sera abandonné, ou sera changé, ou peut-être que ça sera toujours le terme sera toujours gardé, mais peut-être qu'ici ça changera, on sait pas. Dans les médias grand public, le REDES est souvent présenté comme un fait établi, et le grand nombre d'articles de revues et de déclarations de consensus donnent l'impression que c'est un concept bien ancré, c'est ce qu'on disait depuis le début, alors qu'en fait c'est pas tout à fait le cas. Donc là on a déjà quand même critiqué pas mal de choses, mais on va continuer, voilà, on a fait un tiers des diapos.
Quelle est la solidité des preuves? Bah, pas hyper solide. Au cours des dernières années, le nombre de publications sur ce sujet a considérablement augmenté. Donc on avait au mois de donc le 20 septembre 2023, donc avec cette recherche par mots-clés, on avait 440 articles. Et donc parmi ces 440 articles, on avait 40% c'était des revues narratives, des commentaires, voilà, donc bon, pas ouf. 60% étaient des études empiriques. Parmi celles-là, 90 c'était des études observationnelles et seulement 10% c'était des RCT, donc des essais contrôlés randomisés. 70% des études empiriques étaient de courte durée, c'est quand même pas, voilà, moins de 7 jours. Seulement 29% des études concernaient des athlètes et encore moins des athlètes d'élite. Donc ça pose aussi un problème parce qu'en général, quand on pense à ça, on pense athlète, hein. D'ailleurs, voilà, c'est pas pour rien que c'est le CIO qui en parle. Mais on voit que la plupart des études ne sont pas forcément menées sur des athlètes, hein. Et encore moins des athlètes d'élite, en plus, courte période. Enfin, il y a un souci au niveau des preuves qu'on a pour faire l'affirmation directe que la LEA cause tout ça. Bien entendu, l'absence de preuves ne signifie pas une absence d'effet, mais cela confirme que le modèle REDES nécessite encore des tests approfondis. Oui, alors après, voilà, la preuve de l'absence de preuve, c'est pas la preuve de l'absence, mais on peut pas partir. Effectivement, ça c'est vrai, mais on peut pas partir du principe que parce que on a une absence de preuve, donc on va partir du principe que c'est vrai en attendant qu'on ait des preuves de l'absence. Enfin, ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça. Étant donné que le REDES est diagnostiqué dans la pratique sportive, c'est devenu vraiment un diagnostic, hein, que des publications régulières émanent d'organisations majeures comme le CIO et que des cliniques spécialisées dans le REDES ouvrent leurs portes, on pourrait supposer que les preuves sous-jacentes sont solides. Donc on revient à ce qu'on disait en introduction, on en entend, il y a des cliniques, on en parle sur les réseaux, on en parle dans les médias, donc on se dit c'est validé, c'est sûr. Quand on creuse un peu, pas forcément, pas trop. Très peu d'études ont démontré une causalité entre la LEA et les symptômes du REDES. Après, vous inquiétez pas, on va avoir des chiffres clés. La plupart des preuves décrivent des associations qui fournissent un niveau de preuve bien inférieur, car les symptômes ne sont pas très spécifiques et il existe de nombreuses causes potentielles qui devraient être prises en compte en plus de la LEA. Vous vous rappelez, c'est comme la lombalgie, c'est parce que vous manquez d'abdos. Ouais, mais en fait, peut-être en vrai que chez certains patients, on va dire, ils peuvent manquer d'abdos. Mais est-ce qu'il y a, c'est ça qui cause bien les symptômes de la lombalgie? Et est-ce qu'il n'y a pas tout un tas d'autres trucs autour de ça qui en fait sont bien plus responsables de la lombalgie? Bah peut-être. Donc, comme vu précédemment, l'erreur d'évaluation de la disponibilité énergétique bon, voilà, peut être très élevée. On pourrait soutenir que le soutien le plus solide pour le modèle devrait provenir des domaines les plus étudiés, c'est-à-dire les aspects de la triade de l'athlète féminine, les effets de la LEA sur la fonction reproductive, le métabolisme énergétique, la santé osseuse et la fonction immunitaire. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder les 4 choses les plus étudiées pour la triade de l'athlète féminine, vu que c'est vraiment les choses qui datent d'il y a le plus longtemps, et on va regarder quelles preuves on a. Voilà, donc on va faire fonction reproductive, métabolisme énergétique, la santé osseuse et la fonction immunitaire. Donc on va commencer avec la fonction reproductive et le but c'est on va voir est-ce que la LEA ça joue ou pas dessus. Bien que la LEA puisse être un modulateur puissant de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, chez les hommes et les femmes, d'autres facteurs étiologiques doivent également être pris en compte lorsqu'un athlète présente des signes de dysfonction reproductive. Certains de ces facteurs peuvent agir indépendamment de la LEA ou interagir avec elle, ce qui signifie que se focaliser uniquement sur la disponibilité énergétique peut conduire à ignorer d'autres causes importantes. Donc on ne dit pas on s'en fiche, mais il n'y a pas que ça, rendant le traitement moins efficace. Pareil, on va faire une analogie avec notre lombalgique. J'ai du mal encore à être sûr que c'est une bonne analogie, mais on a notre patient, il a mal au dos, on se concentre sur et on identifie qu'il a une faiblesse des abdos. Mais en fait, derrière, il a tout un tas de facteurs psycho avec du catastrophisme, de la peur évitement. Bah ouais, ok, on va renforcer ses abdos, mais si on ne travaille pas sur sa peur évitement, son catastrophisme et tout ça, bah peut-être qu'on va passer à côté de certaines choses qui pourraient l'aider. Par exemple, le stress psychologique, la dépression, l'anxiété et un mauvais sommeil surviennent souvent simultanément avec la LEA et influencent l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, pouvant ainsi perturber ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le HPG, donc c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Et la fonction reproductive, du coup. Ainsi, des troubles menstruels chez les femmes, soumis à un régime alimentaire et un programme d'exercice, ont été associés non seulement au stress métabolique, mais aussi à une augmentation du stress perçu. Donc là, on a des études animales. Donc par exemple, on va prendre l'exemple sur le singe, qui ont montré une altération plus importante de la fonction reproductive lorsqu'on a un stress psychosocial qui est combiné à un stress alimentaire et physique par rapport à chaque facteur pris
isolément. Donc en fait, voilà, on voit que, il y a pas forcément la LEA tout seul, c'est la LEA, ça peut causer un problème, mais si on rajoute d'autres facteurs, ça amplifie d'autant plus. Les, modèles animaux ont historiquement, fourni des preuves solides d'un lien entre LEA et fonction reproductive. Donc voilà, on sait qu'il y a un lien, entre les 2. Chez les femelles, il existe des preuves claires de la suppression du cycle menstruel en raison de l'inhibition pharmacologique de l'utilisation des substrats énergétiques, d'une demande thermorégulatoire accrue, d'un effort de recherche alimentaire intensifié, ça c'est chez le rongeur, et d'un volume d'exercice élevé sans augmentation compensatoire de l'apport calorique chez le singe. Chez les mâles, les preuves d'une altération de la fonction reproductive sont moins évidentes, mais des études montrent une baisse de la qualité du sperme et des perturbations du métabolisme testiculaire chez les rongeurs, et une suppression de la fréquence des impulsions de l'hormone lutéinisante et de la testostérone chez les singes. Toutefois, certaines recherches suggèrent qu'une restriction calorique prolongée pourrait améliorer la fonction testiculaire chez ces primates. Voilà. Donc c'est toujours. Donc on voit que chez l'homme, chez le mâle, c'est un peu plus. Voilà, c'est pas aussi clair que ça. Ensuite, si on repasse chez les femmes, donc quand on regarde les femmes, l'effet causal de la LEA sur les concentrations d'hormones sexuelles a été démontré grâce à des recherches en laboratoire menées dans les années 90-2000, plaçant la LEA au cœur du modèle donc de la triade de la tête féminine. À cette époque-là, le modèle REDES n'existait pas. Plusieurs axes de recherche apportent des preuves d'une perturbation de la fonction reproductive due à la LEA. Les études à court terme sur des femmes pratiquant un exercice physique intense ont mis en évidence une altération de l'axe, donc HPO, donc c'est hypothalamo-hypophyso-ovarien, affectant les hormones donc lutéinisantes et folliculostimulantes, mais pas par exemple des oestrogènes. En complément de ces études mécanistiques, d'accord, un grand nombre d'études observationnelles chez les femmes athlètes ont associé la dysfonction reproductive à la LEA, et donc chez les femmes exposées à une baisse de la disponibilité énergétique, la cyclicité des hormones sexuelles primaires est atténuée, et ça peut engendrer des troubles menstruels. Selon la sévérité et la durée de cette LEA, on peut avoir une aménorrhée qui va se développer, bien que la relation entre la réduction de la disponibilité énergétique et la dysfonction menstruelle soit plus complexe dans la réalité. Chez les hommes, bien que les preuves directes soient limitées, l'impact négatif sur la fonction reproductive pourrait se traduire par une diminution de la testostérone, une baisse de libido et des dysfonctions sexuelles, ainsi qu'une altération de la spermatogénèse et de la qualité du sperme. La testostérone, c'est une hormone clé dans le développement des dysfonctions reproductives et de l'hypogonadisme secondaire, considéré comme un indicateur majeur du REDES. Bien qu'un déficit énergétique sévère ait été associé à une réduction de la testostérone circulante et de la qualité du sperme, il n'est pas clair si le stress lié à l'exercice seul peut réduire la testostérone. C'est ça aussi de savoir, voilà, s'il y a les deux combinés, est-ce que peut-être juste un stress lié à l'exercice, ça pourrait être suffisant, et quel est l'effet indépendant justement de la LEA par rapport à cet effort, par rapport à cet exercice. Dans 3 études expérimentales spécifiques sur la LEA, menées sur des hommes pendant 3 à 6 jours, donc on voit qu'on est encore sur quelque chose de plutôt court terme, sans que le volume d'exercice ne soit un facteur confondant, aucune modification de la testostérone circulante n'a été observée. Ça c'est intéressant. Chez les athlètes confrontés à des contraintes multiples liées à l'entraînement, à la compétition et à la vie quotidienne, la LEA coexiste généralement avec d'autres sources de stress. Ces autres facteurs pourraient même être responsables des perturbations de l'axe HPA et HPG indépendamment de la LEA. Et justement, on verra comment des niveaux de stress répétés, ça peut induire des dysfonctions, notamment par exemple au niveau du métabolisme osseux. Ça, on le verra après. Là, pour le moment, on est toujours dans la fonction reproductive. On a des études sur des militaires, c'est un bon modèle pour examiner des environnements multistress, hein, ils subissent quand même pas mal de stress les militaires, pouvant être appliqués au contexte des athlètes. Et par exemple, chez les femmes qui font un entraînement militaire intensif, on a des perturbations de l'axe HPA, une suppression marquée de l'axe HPG et une forte prévalence des troubles menstruels qui ont été observés sans signe clair de LEA. Donc en fait, le fait de mettre plusieurs stress, ça suffit à dérégler justement les axes HPA et HPG sans LEA. Et donc ça c'est intéressant. Vous vous rappelez, hein, HPG, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso, et donc pour le A c'est surrénalien, et le G c'est pour les gonades. Ok. En fait en français nous ce serait HHS ici, parce que eux c'est pituitaire qu'ils utilisent je crois comme terme, glande pituitaire pour l'hypophyse, et c'est adrénal glande pour les surrénales. Voilà, c'est juste que voilà, c'est la partie, c'est en anglais.
Chez les hommes, il est connu depuis plusieurs décennies que le stress psychologique peut réduire la testostérone et altérer la spermatogénèse via des mécanismes centraux. Des environnements multistress combinant un déficit énergétique réduisent la testostérone qui retrouve des niveaux normaux une fois le stress éliminé. On a des études longitudinales sur les effets de l'entraînement et de la compétition. Donc on va avoir le sommeil, la dynamique avec l'entraîneur, le fait de gagner ou perdre, l'environnement compétitif. Et donc, ces effets de l'entraînement et de la compétition décrivent une modulation de l'axe HPA-HPG chez les athlètes masculins. En résumé, les variations dans la fonction reproductive sont à prévoir chez les athlètes de nombreux facteurs influençant du coup cet axe, ces axes HPA-HPG chez les femmes et les hommes. Donc voilà, on se retrouve avec quoi? Qu'est-ce qu'on retient ici? Bah, c'est qu'il n'y a pas que la LEA qui joue. La LEA, ça peut s'additionner dans les. C'est multistress, la cause de l'ensemble des symptômes. La LEA, ça peut jouer pour un stress, mais il peut y avoir les stress en rapport avec l'exercice et le stress lié de manière psychologique avec le fait de perdre, de gagner, de. De, euh, est-ce que ça se passe bien avec l'entraîneur? Tout un tas de choses comme ça. Maintenant, on va passer au métabolisme énergétique. Donc en général, la faible disponibilité énergétique, dont la LEA, on considère qu'elle est associée à un métabolisme énergétique altéré. C'est pas toujours clair ce que ça signifie en fait ça. La mise à jour du consensus REDES de 2023 étend cette définition pour inclure l'exposition à une LEA problématique avec des conséquences néfastes telles que des diminutions du métabolisme énergétique. Et d'après les études utilisées pour étayer l'évolution justement de ce modèle REDES, il semble que taux métabolique et métabolisme énergétique décrivent des perturbations qui peuvent survenir au niveau du corps entier et ou des tissus. Ces perturbations peuvent être évaluées par des mesures du taux métabolique de repos, donc qu'on va définir comme ça, et d'autres marqueurs indirects, notamment les hormones endocrines de l'axe hypothalamo-hypophyso, et cette fois-ci thyroïdien, avec la T3 par exemple. Et donc il est important de considérer certains points concernant ces mesures, car elles sont souvent utilisées pour indiquer une pathologie en lien avec le REDES. Par exemple, des changements métaboliques au niveau du corps entier peuvent survenir indépendamment de ceux au niveau des tissus via un phénomène qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Donc c'est défini comme une réduction du taux métabolique de repos au-delà de ce qui pourrait être prédit par les changements de masse grasse et de masse maigre. Alors je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. En fait, en gros, pour faire très simple, vous avez un individu qui pèse 80 kg et qui dépense 2000 kcal par jour. Il perd 10 kg, il descend 70 kg, et on s'attend à ce qu'il dépense, par exemple, on prédit 1800 kcal de dépense à ce moment-là, et en fait, il en dépense moins. Bah, en fait, c'est parce qu'on a du coup une thermogénèse adaptative. Voilà. Donc, on a un taux métabolique de repos mesuré. Alors, normalement, ça vient juste après. Donc, comme cela pourrait démontrer une réponse compensatoire à la LEA, il est courant dans la recherche et les applications pratiques de comparer donc ça c'est le taux métabolique au repos mesuré à une prédiction du taux métabolique au repos basée sur une équation, en fait sur une prédiction. Et par rapport à ça, après, on fait un ratio. Alors du coup, donc en fait, on prend ce qu'on a mesuré, on divise par ce à quoi on attendait, et ça nous donne un ratio. Et ce ratio, il est inférieur à, si le ratio il est inférieur à un seuil arbitraire, donc par exemple, ça peut être inférieur à 0,90, c'est considéré comme un indicateur de déficience énergétique. Voilà, c'est vraiment la formule, elle est comme ça. On a, j'espère que c'est clair ce que je dis. On a une personne qui perd du poids, qui part d'un certain poids avec une certaine dépense. Il perd du poids, on s'attend à ce qu'il dépense, et du coup il dépense ça, mais en fait il dépense ça, d'accord? Et ensuite, donc ça c'est ce qui est mesuré, on divise ça par ça, et en fonction du ratio qu'on a, et ben on voit si s'il y a une déficience énergétique ou pas. Voilà. Étant donné la complexité des procédures de standardisation du taux métabolique au repos mesuré et les nombreuses équations pour prédire en fait le nouveau taux de métabolique au repos utilisé pour les populations masculines et féminines, les combinaisons de ces deux facteurs peuvent justifier des seuils plus bas ou plus élevés pour voilà, le ratio qu'on va faire au niveau des deux. J'espère que c'est clair. Je pense que comme ça, c'est voilà, un individu avec un certain poids qui dépense certaines choses. Il descend là, on s'attend à ce qu'il arrive ici, mais en fait, il descend là. Donc, du coup, on fait un ratio entre les deux et on voit si ça pose problème ou pas.
Les études dans ce domaine sont principalement menées chez des hommes et des femmes en bonne santé, maigres, en surpoids, obèses, sédentaires ou actifs, mais pas donc chez tout un tas de personnes, mais pas spécifiquement chez des athlètes. Sachant que le REDES, en fait, non, quand on parle REDES, en général, on pense à athlète. De plus, dans les trois déclarations de consensus, de nombreuses études incluses pour démontrer des perturbations négatives sur les marqueurs du métabolisme énergétique n'ont pas directement examiné la LEA en soi, ou ont été réalisées sur des cohortes de femmes qui pratiquaient de l'exercice avec un accent sur des résultats principalement liés à la triade de la tête féminine et non spécifiquement au REDES. Donc voilà, on voit qu'en fait, on ne peut pas extrapoler toutes les données, c'est pas vraiment... On a un modèle qui est développé sur une base d'études qui n'étudie pas ça directement en fait. Les preuves sont donc, bah voilà, c'est ça, les preuves sont donc indirectes, exactement. En outre, la majorité des études sont transversales ou longitudinales, et ça rend impossible l'établissement en fait, d'une causalité entre la LEA et les perturbations observées. Voilà. Pour établir une causalité entre deux variables, on va dire, il faut mener un type d'études particulier. Après, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Mais voilà, une étude on regarde les choses à un instant T, par exemple. Au pire, on mettra en évidence des corrélations, mais on ne pourra pas mettre en lien un lien de causalité direct. Il existe également de nombreux résultats contradictoires. Bon, voilà, bah, après ça, c'est normal. Il peut y avoir des... Alors peut-être qu'on n'a pas tout compris. Après, peut-être il peut y avoir des... Des fois, on peut émettre une hypothèse, et l'hypothèse, elle va être validée, mais c'est du fruit du hasard. Ou peut-être des fois, elle va être invalidée, c'est le fruit du hasard. Donc c'est pour ça qu'il faut reproduire, reproduire, reproduire. Et donc il existe également de nombreux résultats contradictoires, avec des études qui mettent en évidence une relation évidente, apparente entre LEA et perturbation négative des marqueurs du métabolisme énergétique, comme la T3 par exemple. Il y a d'autres études qui montrent aucun effet, même lorsque les individus ne sont pas en LEA. En fait, en gros, qui disent que tant qu'on n'atteint pas le seuil, finalement, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a d'autres études encore qui montrent qu'il n'y a aucun résultat négatif malgré la LEA. Voilà. Donc c'est contradictoire. Des études expérimentales ont suggéré un lien causal potentiel entre l'effet de la LEA sur le métabolisme énergétique chez les femmes entraînées de manière récréative et euménoréiques, mais cela n'a pas été démontré chez les athlètes masculins d'endurance bien entraînés. La durée de ces études était courte, 3 à 10 jours, et les différences significatives observées étaient faibles. En résumé, l'équilibre énergétique et probablement aussi la disponibilité énergétique sont des processus dynamiques et le maintien de la masse corporelle résulte d'un système d'équilibre énergétique hautement complexe et dynamique dans lequel des perturbations des composants individuels peuvent provoquer des réponses compensatoires coordonnées et interdépendantes ailleurs. Une chose, je voulais revenir, c'est euménoréique. Ça, c'est juste pour dire que c'est des femmes qui ont un cycle menstruel normal, donc qui est dans, dans la gamme de jours qu'on considère normal. Voilà. Où il n'y a pas de trouble, quoi. Ensuite, on va passer sur la santé osseuse des athlètes. Donc, ça a été un sujet d'intérêt et de recherche bien avant que la triade féminine ne soit proposée, toujours en 1993. Dans les modèles de la triade de la tête féminine et masculine, ainsi que dans le modèle REDES, la faible disponibilité énergétique est liée à une santé osseuse défavorable, et il existe des preuves d'un effet de la LEA sur la santé osseuse. Ces preuves pourraient ne pas être aussi solides qu'on pourrait l'imaginer, en particulier compte tenu des difficultés suivantes. Donc une nouvelle fois, on se retrouve avec quelque chose qu'on pense être sûr, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Donc c'est toujours les mêmes difficultés, mesurer la disponibilité énergétique, déterminer la santé osseuse des athlètes, isoler les effets de la LEA d'autres facteurs, d'accord, qui peuvent être l'exercice, est-ce que la personne, en termes de nutriments, c'est bon, donc calcium, vitamine D, tout ça, le sommeil, certaines pathologies, le stress psychologique, voilà, il y a des choses comme ça, et déterminer dans quelle mesure des périodes courtes de LEA et les adaptations osseuses sont liées à des problèmes de santé osseuse à long terme. Et donc une grande partie des preuves dans ce domaine provient de populations cliniques, en particulier des personnes qui souffrent d'anorexie mentale ou alors d'autres troubles alimentaires, et où on remarque des altérations du métabolisme osseux, une faible densité minérale osseuse et un risque accru de fracture qui a été rapporté. Cependant, il est difficile d'extrapoler les résultats de ces individus non sportifs souffrant de troubles alimentaires à des athlètes en situation de LEA. Parce que même si l'athlète il souffre également de troubles alimentaires, c'est pas la même population, c'est pas pareil, on peut pas extrapoler. Et du coup, on peut pas extrapoler les données comme ça. Dans une étude, on a une validité qu'on appelle externe. La interne, c'est la qualité méthodologique, on va dire intrinsèque à l'étude. Et la validité externe, c'est à quel point on peut extrapoler ces résultats. Donc par exemple, si on étudie une population de diabétiques hypertendus, et avec un autre trouble, je sais pas, avec une douleur neuropathique au niveau des jambes,
si on fait une étude chez eux, bah, on peut peut-être pas extrapoler les résultats à une population de sportifs avec des douleurs neuropathiques dans les jambes, parce qu'il y a des choses qui vont être différentes. Voilà, donc il y a cette validité externe, il faut faire attention, on n'extrapole pas tout n'importe comment. Après, on peut même parler aussi de validité écologique et tout ça. Bon, on va s'arrêter à validité interne et externe. La vidéo est déjà assez longue. Des différences dans la composition du régime alimentaire et l'apport en nutriments sont probables, et donc ça peut influencer les résultats au niveau osseux. L'exercice, ça peut aussi modifier les effets de la LEA sur les os, bien que pas nécessairement, comme c'est écrit ici, de manière cohérente dans la même direction, selon le type d'exercice pratiqué. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, en fait, comment s'adaptent les os en fonction de l'exercice. Je vous ai pas mis la miniature, c'est dommage. Ces études ont investigué les marqueurs osseux de manière aiguë ou sur de courtes périodes de LEA allant de 3 à 5 jours et ont montré que des changements dans les concentrations des marqueurs osseux peuvent survenir dans ce laps de temps. La LEA tend à réduire les concentrations circulantes de marqueurs de formation osseuse et ça peut également augmenter les concentrations des marqueurs de résorption osseuse lors de réductions plus sévères justement de la disponibilité énergétique. Bien que les études à court terme tendent à soutenir un effet de la LEA sur les os, il est difficile de déterminer l'importance de cet effet pour la santé osseuse à long terme. C'est toujours pareil, c'est pas parce qu'on a des marqueurs biologiques dans le sang des indicateurs qui a moins de formation et plus de destruction des os que ça se traduit cliniquement sur la santé osseuse. Voilà, ça c'est des voilà, donc, il y a les données mécanistiques et après il y a les données cliniques. Il reste incertain si la réactivité aiguë et ou à court terme des marqueurs osseux est cohérente avec des applications répétées du même stimulus au fil du temps. Plus important encore, il n'est pas clair si les changements dans ces marqueurs peuvent prédire des altérations à long terme de la masse osseuse, de la microarchitecture ou du risque de blessure, de stress osseux. C'est exactement ce que je disais. Il y a une différence entre les données mécanistiques et ensuite les données cliniques. Ça, c'est des choses vraiment qu'il faut savoir. Si vous avez une étude qui vous met en avant des choses mécanistiques, des phénomènes mécaniques, il faut faire attention. Est-ce que ça se retranscrit derrière dans la clinique? Parfois, non. Ainsi, et de manière compréhensible, compte tenu des difficultés à mener des études sur le long terme, là on a vu c'était encore du court terme, donc dans ce domaine, les preuves disponibles concernant l'effet ou non de la LEA sur les résultats osseux chez les athlètes proviennent en grande partie d'études transversales sur des populations pas tout à fait identiques sur des courtes périodes, voilà, compliqué. Bien que les études transversales puissent être utiles pour générer des hypothèses et informer les conceptions d'études ultérieures, effectivement, on peut toujours se baser dessus, hein, toujours très intéressant. Mais après, plus on veut faire des affirmations fortes, plus il va falloir des études qui sont fortes aussi. Le problème majeur est qu'elles ne peuvent pas établir de relation de cause à effet, c'est toujours ça qu'on cherche depuis le début, ou fournir des informations sur la manière dont les résultats et les comportements pourraient évoluer au fil du temps. Elles fournissent essentiellement un instantané à un moment donné. Un autre problème est que, bien que ces études utilisent des mesures relativement solides des résultats liés aux os, donc des mesures de la densité minérale osseuse par absorptiométrie à rayon X en double énergie, bon après peu importe les méthodes, elles reposent sur des indicateurs relativement faibles de la LEA. Donc en fait on sait mesurer très précisément comment sont les os, par contre la LEA on maîtrise un peu moins bien. En ce qui concerne la santé osseuse des athlètes, cela peut être plus apparent en ce qui concerne la disponibilité des glucides et du calcium, mais cela concerne probablement également d'autres nutriments importants pour les os. D'ailleurs, quand on parle des glucides, on en a parlé dans la vidéo précédente, on a vu qu'il y avait la LEA, mais il faisait une distinction entre aussi la faible disponibilité spécifiquement en glucides. Et il disait que les glucides c'était important. Donc là, il parle du calcium, on peut, je pense, rajouter la vitamine D, peut-être sûrement l'apport en protéines, voilà. Les preuves actuelles d'un effet de la LEA sur la santé osseuse ne reposent pas sur des méthodes ou des conceptions d'études optimales, ce qui par exemple rend difficile la séparation des effets indépendants de la LEA de nombreux autres facteurs. Et donc on finit avec la fonction immunitaire, et donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les preuves elles sont insuffisantes pour soutenir l'idée que la LEA, dans les proportions dans lesquelles elle est rapportée chez les athlètes, eh ben, elle peut entraîner une dysfonction immunologique. On a des études transversales, des enquêtes qui montrent qu'on a une association entre maigreur, LEA et le rappel de symptômes de maladies chez les athlètes. Donc ça peut... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on leur demande, bah, ils se rappellent, les athlètes qui sont en état de maigreur avec un LEA, ils se rappellent plus de symptômes. Après, donc ça peut soit refléter une réalité, donc soit ils sont plus souvent malades, soit ça peut être un rappel de symptômes qui va être biaisé. En fait, ils vont avoir une mémoire qui va faire qu'ils vont se rappeler plus de symptômes. Enfin, ça va être un biais de rappel, en fait. Ou alors ils vont se rappeler de symptômes de manière plus sélective ou des choses comme ça. Cependant, en plus des défis inhérents à l'évaluation de la disponibilité énergétique, donc ça on l'a vu tout au long de la vidéo et même dans la précédente, chez les athlètes en conditions réelles,
et de l'absence d'une définition claire de la LEA, ces études elles présentent aussi plusieurs limites qui sont courantes dans les recherches sur la santé immunitaire des athlètes, et donc je vais vous les citer ici. Donc on a l'absence ou l'insuffisance d'un groupe témoin comparatif, donc ça c'est quand même important d'en avoir un, des biais de recrutement et un faible taux de réponse pouvant affecter les résultats, un rappel non standardisé des symptômes de maladie sur les derniers mois au lieu d'un suivi quotidien avec des questionnaires validés. Voilà, ça c'est aussi un problème. Si on fait si on trace tous les jours et si on trace à la fin du mois, c'est pas pareil. À la fin du mois, c'est beaucoup plus difficile de se rappeler de tout de manière objective. Une analyse limitée à un petit nombre d'épisodes de symptômes respiratoires auto-déclarés, souvent hors saison des infections courantes, l'absence de tests pathologiques qui vont confirmer l'origine infectieuse des symptômes et l'absence de mesures immunitaires in vivo pertinentes sur le plan clinique, comme les réponses vaccinales. Et donc ce qu'on nous dit là, c'est que le simple fait de rapporter le temps d'entraînement perdu à cause de symptômes de maladie sur le dernier mois ne constitue pas une évaluation immunologique rigoureuse et complète, permettant d'affirmer qu'on est en présence d'un dysfonctionnement immunologique. D'accord? C'est pas parce qu'on tombe plus souvent malade ou qu'à une période on a été plus malade que le... Peu importe, ça veut pas dire qu'il y a forcément un dysfonctionnement immunologique. De même, mesurer uniquement le nombre de leucocytes circulant après un exercice en laboratoire, ça suffit pas à évaluer la réponse immunitaire face à un exercice en situation de LEA. Voilà, toujours pareil, c'est que on met la LEA au centre du modèle, bah, du coup il faut à chaque fois quand même évaluer ça. Si on évalue la réponse à l'exercice, voilà, donc il faut évaluer la réponse à l'exercice, c'est très bien, mais il faut évaluer aussi la réponse à... Est-ce que c'est différent, la réponse à l'exercice en situation de LEA? Les principaux facteurs de risque d'infection chez les athlètes d'élite et le personnel militaire sont similaires à ceux de la population générale, et ça inclut très simplement saison hivernale, voyages internationaux, où là ça augmente le risque d'exposition aux agents pathogènes. Après on peut se demander, est-ce que par exemple un athlète qui voyage autour du monde pour faire ses compétitions, peut-être qu'il est plus dans les aéroports, donc il y a peut-être plus de risques aussi, ainsi que des éléments influençant les interactions neuro-endocrino-immunitaires, tels que, et là on revient sur des choses très classiques, le stress, l'anxiété, la dépression, une charge d'entraînement élevée et un sommeil insuffisant. Et là, on a, voilà. Donc tout ça déjà, sans la LEA, ça peut affecter le risque d'infection, augmenter le risque d'infection. L'expérience émotionnelle associée à différentes situations, être surchargé ou en contrôle, vivre un événement stressant ou agréable, ça va avoir un impact sur l'immunité et l'incidence des pathologies chez les athlètes qui sont soumis à un entraînement intensif et à des compétitions majeures. Et il a été démontré que le stress et l'anxiété subjectifs modifient la réponse immunitaire à l'exercice. Donc une nouvelle fois, en fait, on peut expliquer chez chez les athlètes, ou en tout cas une réponse immunitaire après un exercice, mais ça peut être modifié cette réponse juste par l'anxiété, le stress, peu importe. Par exemple, l'anxiété, le stress et la dépression état général de récupération expliquent une grande partie de la variabilité des épisodes de symptômes et l'association entre la dépression et la maladie semble plus forte que celle entre LEA et maladie. Et donc du coup, je vais revenir à mon analogie sur cette histoire de lombalgie, et vous vous rappelez en fait au début, on repart en école de kiné, on a la lombalgie, je vais juste repartir au début, je vais mettre ça plutôt. Donc on a la lombalgie où il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte dedans, plusieurs symptômes on va dire. Et au centre on met par exemple la faiblesse des abdominaux. Et en fait on s'est rendu compte que en fait il y avait peut-être d'autres choses dans le modèle biopsychosocial. En fait il y a le psycho et le social qui jouent, qui rentrent et en fait qui ont une part importante. Et c'est pour ça que c'est important de screener ce qu'on appelle les drapeaux jaunes et tout ça. Et donc ça a une place importante. Et donc, en fait, c'est pareil. Là, ils ont peut-être mis le LEA au milieu. Mais en fait, on se rend compte que en fait, juste l'anxiété à la place de la LEA, ça peut expliquer tout ça aussi. Voilà. Donc, c'est toujours mon analogie. J'ai l'impression qu'elle marche pas trop mal, je dirais. L'apport nutritionnel influence la fonction immunitaire, ça il faut aussi le savoir, car les macronutriments participent au métabolisme des cellules immunitaires et à la synthèse des protéines, dont les immunoglobulines, les cytokines, tout ça, tandis que les micronutriments sont impliqués dans la défense antioxydante. Tant que l'alimentation est variée et équilibrée, évitant toute carence, une restriction énergétique modérée est généralement associée à une meilleure santé, avec une réduction de l'incidence du diabète, du cancer et des pathologies cardiovasculaires. Bon, ça normalement vous le saviez, ainsi qu'un allongement de l'espérance de vie. Les études sur la LEA dans les populations sportives et militaires montrent uniquement des changements subtils et transitoires des marqueurs immunitaires, sans modification du cortisol circulant après des périodes de restriction énergétique sévères à court terme ou modérées à long terme.
Bien qu'une restriction sévère en glucides soit associée à une augmentation exagérée du cortisol en réponse à l'exercice, la LEA semble avoir un effet limité sur cette hormone chez les athlètes. Il faut savoir que donc dans la vidéo précédente, on parle justement de ça, hein, sur les glucides, je vous l'ai déjà dit juste avant. La carence en protéines est largement reconnue comme un facteur clé de l'immunosuppression dans les cas de malnutrition sévère. Bon là normalement, chez les athlètes, on n'a pas de normalement, un athlète bien suivi, il n'a pas de carence en protéines, parce que du coup, ça fait partie quand même des macronutriments, voilà, importants, on va dire. euh, Surveiller au moins son apport en protéines et en glucides, c'est quand même important quand on est sportif. Bon, après, il faut aussi un apport en lipides qui soit au moins le minimum recommandé pour assurer les fonctions, certaines fonctions physiologiques. Et donc, en conclusion, il n'existe actuellement pas de preuve directe établissant un lien de causalité entre la LEA et un dysfonctionnement immunologique chez les athlètes féminins. La santé immunitaire des athlètes doit être envisagée dans un cadre global qui prend en compte la santé mentale, l'anxiété, le stress et la dépression, le sommeil, l'état de récupération et la nutrition. Et donc c'est pour ça, je vous dis, comme la lombalgie, bon bah avant on pensait les abdos ou la force musculaire ou les amplitudes ou peu importe. Et en fait, bah si l'anxiété, le stress, la dépression, ça peut aussi causer enfin augmenter le risque de, je vais pas dire causer des lombalgies de manière forcément directe, mais voilà, ça augmente la probabilité d'avoir des lombalgies ou du moins des douleurs. D'accord? J'ai pris l'exemple de la lombalgie. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'arrêter maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à peu près à la moitié, on a un peu dépassé la moitié, mais je vais faire une vidéo en deux parties. J'aime pas forcément faire ça, mais je préfère faire en deux parties pour différentes raisons. Déjà, en termes d'attention, ça sera plus simple, même pour moi. En fait, c'est fatigant, il y a pas mal de choses à dire, il faut que je me rappelle de tout ce que j'ai à ajouter en plus du texte.